un ouvrage qui était suivi. Euh, et ouvrage, on n'avait pas forcément trop le droit de s'approcher, hein. Je ne sais pas si vous voyez la géométrie de la gare à droite. On n'avait pas le droit de s'approcher des culées et de la zone d'influence des trois culées tirantés, hein. C'était la zone sensible. Et donc, vous avez une géométrie un petit peu particulière de la gare. Vous avez une photo de ce qu'il y a à l'intérieur du CNIT. C'est des commerces. C'est des commerces qui sont restés en activité pendant toute la réalisation de la gare. Fnac, Decathlon, Monoprix. Beaucoup de gens, hein, donc c'est ouvert au public. De mémoire, je me trompe peut-être, mais 10 000 personnes, 10 000 personnes par jour qui circulent là-dedans. Voilà. Et donc on a, si je peux peut-être passer à la slide d'après. Donc quelqu'un a eu la bonne idée d'aller construire une gare juste en dessous de tout ça, donc de cette CNIT assez sensible, de ces commerces en exploitation. Euh, et donc vous voyez notre gare ici en jaune avec ces piliers que vous avez aperçus sur les photos, hein. Vous avez une coupe longe, coupe trans, c'est une gare qui fait 200, c'est une gare RER, hein, donc c'est 225 mètres de long. Une partie centrale dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Je sais pas, Euh, donc réalisé en reprise en sous-œuvre. Vous allez beaucoup m'entendre parler de RSO. RSO, donc, ce qui veut dire reprise en sous-œuvre. Euh, L'objectif était de couper toutes les fondations de, des 10 à 11 étages qu'on avait au-dessus pour aller construire en sous-œuvre cette gare. Et c'est ce qu'on appelle la RSO. La gare, donc 225 mètres de long pour le RER, parce que j'ai des avant-gares ici qui ont été réalisées en méthode traditionnelle. La gare en elle-même, ici, sous le CNIT, dans la partie CNIT, faisait 115 mètres de long, 50 mètres de large, que vous voyez en coupe ici. Euh, que vous redire d'autre? Non, c'est bien. Et donc, pour aller construire cette gare, enfin, ce qui est important, c'est notre phasage général. Je dirais quatre grandes parties. Euh, Première partie, la reprise en sous-œuvre qu'on appelait RSO V1, que vous voyez donc en haut à gauche. Première phase, transfert des... Donc on avait 117 poteaux à couper sur une structure de reprise provisoire. On reviendra un petit peu dessus, mais vous l'aviez peut-être abordé un peu plus lors du webinaire de 2021. C'était Bot, il avait dû vous présenter les micropieux, les contreventements. On reviendra peut-être pas forcément trop là-dessus. Euh, mais voilà. Première phase, reprise des 117 poteaux à couper sur une structure provisoire. Phase 2, donc c'était la dépose des fondations, hein, après les avoir coupées. Euh, et la construction de la structure de reprise définitive, une dalle épaisse que vous voyez ici en gris, sur les 60 piliers que vous avez aperçus sur la photo du début. Voilà, vous avez, pour ceux qui sont bons, hein, les petites flèches qui montrent la descente de charge et comment tout ça fonctionne. Donc phase 2, construction de la structure de reprise définitive. Phase 3, je transfère mes 117 poteaux sur cette structure définitive. Et donc là, la charge ne passe plus par les micropieux, hein, mais passe directement par la dalle et par les piliers avec ces petits vérins qui sont là. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, phase 4, terrassement de la gare en taupe. Voilà, donc quatre grandes phases qu'on va vous expliquer un peu plus dans le détail derrière. Il faut avoir retenu ça. C'est bon, Nicolas, tu suis? Parfait. Ok. Clique sur.
Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, première phase, hein, transfert des poteaux existants sur une structure de reprise provisoire. Euh, donc l'objectif était de couper tous ces poteaux. Donc ce qu'on vous a mis là, l'objectif étant de couper tous ces poteaux, le premier transfert de charge a été piloté en nivellement et contrôlé en charge sur la structure de reprise provisoire que vous voyez donc à gauche. Toi, tu dis qu'on peut avoir le pointeur là. Ok, là c'est bon. Alors, le poteau à couper, il est là, hein, sur sa semelle. Euh, et donc pour ça, on a fait ce qu'on a appelé des corsets béton. C'est des gros massifs béton que vous percevez de part et d'autre du poteau et qui sont précontraints, donc tirantés avec des barres précontraintes qui viennent donc écraser le poteau. Sous ce poteau, on avait donc des appuis néoprène. Là, vous apercevez donc une poutre secondaire avec des axes d'articulation repris par une poutre primaire que vous voyez en rouge. Et tout ça donc sur vérin, des massifs de têtes de micropieux et les micropieux que vous voyez ici. C'est les petits spaghettis, hein, que vous apercevez aussi à droite. Euh, on a eu un sacré challenge parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué ce qu'on vous montre. Notre première difficulté a été la hauteur disponible, l'encombrement. Le parking faisait 1,90 m de haut. Et donc on avait 1,90 m pour travailler. C'est pour ça que vous voyez ce système poutre primaire secondaire. Donc ça, c'était notre première contrainte. Et deuxième contrainte, on voulait quelque chose quand même d'assez simple. Donc on voulait des vérins en isopression. C'est-à-dire on voulait appuyer que sur un bouton et non pas quatre boutons à chaque, parce qu'on a une structure articulée. Donc nos vérins en isopression, très important. On a eu différents sujets, on pourra revenir après dessus. Des sujets béton, des sujets, on a eu quelques difficultés sur la vérification de la résistance des poteaux. Euh, Parce que là, en fait, la grosse question de cette reprise en sous-œuvre, surtout pour les premiers, c'est quand est-ce que je peux couper? Hein, c'est quand est-ce que je coupe? Donc j'ai mis en pression mes vérins, donc je reprends la charge. À quel moment je coupe? Alors c'est pour ça que Sixsense était là, mais pas que. Hein, donc j'avais besoin de Sixsense avec de l'auscultation partout pour voir un peu ce qui se passe. Une des grosses difficultés, c'est quand même, donc ok, j'ai de l'instrumentation, mais à quel moment je peux couper? Et ça, c'est le premier exercice qui a été très long, c'est de savoir quelle charge je vais avoir. Donc, c'est d'avoir un bureau d'études qui soit capable de me donner une charge nette. Pour un bureau d'études, c'est très compliqué de donner une charge nette, c'est-à-dire une charge sans aucun coefficient de sécurité à droite à gauche. Hein. C'est ce que je voulais vraiment savoir, c'est quand est-ce que je coupe. Donc, à quel moment j'ai repris la charge de mon poteau. Euh, et donc, cette charge réelle attendue, ça a duré à peu près un an. On a repris tout un tas de notes. Il y a plein de raisons, mais je donne un exemple. Typiquement, le poids du béton. Hein, pour un bureau d'études, c'est 2,5 tonnes. Et ben, en fait, non, le poids du béton, c'est 2,3 tonnes. Donc, vous avez des petits pouillèmes un peu partout qui font que ce qui était très important pour nous, c'est quand même d'essayer de savoir quelle est la bonne charge, à quel moment je peux couper. Donc ça a été plutôt très long. Mais on a réussi à pas mal cibler ces charges avec des méthodes finalement assez simples, des surfaces de reprise, des tableaux Excel, euh, qui pour rien vous cacher sont quand même un peu plus fiables que les modèles éléments finis 3D. Voilà.
Euh, donc voilà. Et donc à quel moment on coupait ces poteaux? Donc j'avais estimé mes charges plutôt finement. Et Sixense est venu nous mettre des milliers de capteurs. C'est ça. Ah, stop. Ok, ok. C'est bon. Oui, donc bonjour, Guillaume Géus, Sixsense. Donc, à l'époque de ce projet, c'est moi qui étais en charge d'accompagner le groupement. Et donc à la différence de la majorité des projets où on fait du suivi, là on était vraiment sur du pilotage. Donc comme disait Guillaume, on a dû installer un certain nombre de capteurs. Donc il y avait trois types de capteurs entre guillemets pour cette ERSO-là. Donc des tassomètres qui sont des capteurs de niveau à haut, hein, donc qui donnent du tassement différentiel de poteau à poteau. Des jauges de contrainte qui permettaient de mesurer la variation de contrainte dans les poteaux. Et on avait aussi équipé donc les vérins avec des petits nanomètres pour avoir les trois informations en simultané. Et donc la grosse difficulté, ça a été déjà de s'adapter aux contraintes du chantier, hein. Comme vous avez pu voir, il n'y avait pas beaucoup de place. Donc on a pris le parti d'installer une partie des capteurs un niveau au-dessus. Donc là, voilà, il y a eu une grosse phase où on se demandait si on allait vraiment voir ce qu'on voulait voir, etc. Et en fait, on s'est aperçu que quand on poussait en dessous, on voyait bien au-dessus ce qui se passait. Et la deuxième chose, c'était d'avoir, entre guillemets, une valeur absolue du tassement, alors que voilà, on est dans un environnement contraint et que les capteurs qu'on utilisait, donc ils sont très précis, mais en différentiel les uns par rapport aux autres. Et donc on a développé un algorithme qui permettait de faire de la compensation, un peu comme ce qu'on fait d'habitude en topographie automatique. Et donc là, pour l'occasion, donc on avait 220 tassomètres qui se calculaient en bloc et qui permettaient d'avoir, entre guillemets, un pseudo-valeur absolue dans le référentiel du parking. Et pour compléter ça, il fallait qu'on essaye d'avoir des références vraiment absolues. Et dans ce cas-là, nos références étaient sur des micropieux qui allaient chercher dans le terrain la valeur de Z, entre guillemets, correcte. Donc ça, c'était vraiment les contraintes techniques. Et la deuxième contrainte technique, c'était donc les découpes se faisaient, enfin, les reprises en sous-ordre, les reprises de charge se faisaient en direct. Et donc il fallait pouvoir accéder aux données le plus rapidement possible devant le poteau. Et donc on est parti vraiment sur des méthodes un petit peu plus anciennes. C'est vrai que maintenant c'est le tout sans fil. Donc là on était tout en filaire, connectés. Donc tous les capteurs étaient connectés dans une salle de contrôle. Et lors des phases de découpe de poteaux, on était tous dans la salle de contrôle. Donc il y avait le vérineur qui était devant son poteau à appuyer sur le bouton. Et nous on était dans la salle de contrôle à lui dire vas-y continue, vas-y arrête. Donc c'est vraiment par rapport à un chantier classique, l'intérêt était vraiment voilà, qu'on pilotait vraiment les phases de reprise en sous-ordre. Et donc pendant les phases donc surtout au début, pendant l'apprentissage, où c'était assez critique parce qu'on tâtonnait un peu. Nos Oui, équipes étaient voilà, en 24/7. ouais, je me souviens que les premiers poteaux, donc on avait quand même une belle incertitude. On les a coupés de nuit. On a fait ça à 2 heures du matin pour qu'il n'y ait pas de public, hein, Au cas où. au cas où. Au cas où. Voilà, parce que c'est vrai qu'à la question, mais on y reviendra peut-être, à la question qu'est-ce qui se passe s'il y a un poteau qui lâche? Bah, on n'a jamais eu de réponse franche. Vous voyez la difficulté dont je parlais un peu tout à l'heure, mais cette maîtrise des charges et des mouvements et de l'auscultation. Euh, Si vous mettez trop de charge dans le poteau, au moment de la coupe, il peut remonter comme un bouchon de champagne. Ou alors, si vous en mettez pas assez, il peut venir s'effondrer sur ses vérins. Voilà, donc l'aspect sécurité générale, c'est vrai qu'au début, on a fait ça de mémoire à 2 heures du matin. Voilà. C'était sympa. Quoi? Et pour souvenir. Des bons souvenirs. Et alors donc ça, je pense qu'on va regarder le slide d'après. Donc ça, c'est un peu les résultats qu'on obtenait. Donc sur la partie auscultation, donc il y avait vraiment deux contraintes. C'était le fait de pouvoir donc réparer
le plus vite possible pour pas être à l'aveugle. Donc ça, pendant les phases vraiment critiques, nous, on était d'astreinte 24/7 avec la capacité de réparer en 2 heures s'il y avait un problème. Et ensuite, c'était la grosse difficulté. Plus il y a de données, ce qui est difficile, c'est de pouvoir analyser les données et mettre en relation et vraiment avoir un œil critique sur les données. Et le fait d'avoir vraiment 3 indicateurs, donc la pression dans les vérins, l'évolution des contraintes dans les poteaux et le Z, ça permet vraiment d'avoir un œil critique, voilà, de pouvoir critiquer les mesures, un type de mesure ou pas. Et donc, on avait une petite stratégie qui se disait que voilà, s'il y avait 2 critères sur 3 qui étaient respectés, alors on pouvait vraiment. Et s'il y avait un critère qui n'était pas vérifié, là, voilà, on faisait pas n'importe quoi, on regardait pour vraiment avoir un œil critique sur la mesure. Et donc là, on voit les isolines, les différentes isolines. Donc la complexité. Donc là, je ne sais pas si c'est après repose ou après avant repose. Ça, c'est avant repose. Avant repose. Donc ça, c'était de garder un, de garder un nivellement constant quand on reprenait les charges. Et donc, il y a eu pas mal d'adaptations. Et voilà, on a un peu joué avec l'altitude des poteaux pour essayer de minimiser un maximum le tassement différentiel. Donc ça, c'est une image que j'aime bien, c'est l'image du château de cartes. Alors, il faut imaginer que le CNIT, c'est un château de cartes. Et que, au final, si tout monte ou tout descend en simultané, il n'y a pas vraiment de sujet. Voilà, le vrai danger, c'était le mouvement différentiel entre les poteaux, quoi. Et donc voilà, vous voyez là globalement, et donc il y a eu beaucoup d'actions sur les vérins pour ajuster. Et ce qu'on voyait, c'est qu'on fait aussi, quand on coupait un poteau, ça avait une influence sur celui d'à côté. Et donc, il y a eu voilà, beaucoup d'interventions, donc plus de 500 interventions de recalage, où là, on jouait avec la pression dans les vérins pour remettre, entre guillemets, le château de cartes droit. On a géré cette première phase dans les plus ou moins 20 millimètres. C'est ça. Voilà. Donc plus ou moins 20 millimètres, 62 000 tonnes levées. Donc 62 000 tonnes, c'était déjà un record Europe, hein. Et avec la suite, la RSO V3, on a quand même atteint 100 000 tonnes. Hein, voilà, mis en lévitation. Voilà, ce qu'il faut vraiment garder en esprit, c'est vous voyez la géométrie et l'emprise du chantier, c'était très contraint. Et donc, ouais, on a eu, enfin, il y a eu des moments où, voilà, il y a eu des flexibles qui ont pété, etc. Et donc, la réactivité pour ce genre de sujet est primordiale, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à l'aveugle pendant plus de 6 heures Oui. avec le CNIT qui était occupé au-dessus. Et une autre chose qu'on a aussi pas mal vu, c'était les fluctuations justement journalières du fait de la charge d'exploitation du bâtiment. Et donc c'est vrai qu'au début, on s'est pas mal pris la tête là-dessus, sur comment le bâti vit au-dessus et qu'est-ce qui est dû, voilà, qu'est-ce qui est dû. Et donc là, on voit bien sur le graphe en bas à gauche, là, qui est-ce qui est dû à l'exploitation et qui est-ce qui est dû à des pertes de charge dans les vérins ou autres. Donc ça, il y a eu toute une phase d'apprentissage. Et voilà, sur la fin, on maîtrisait bien la chose, quoi. Pour remettre ce qu'on a raté au début, 10 000 personnes journalières. C'est Donc ça. le poids des 10 000 personnes. Et pendant les c'est fêtes ce de que vous Noël, un voyez. énorme sapin au milieu. Est-ce que vous voyez sur le petit à gauche, hein, c'est les ouvertures et fermetures du CNIT. Donc pas mal bruité en journée et ça se charge et ça se décharge la nuit quand le CNIT est fermé. Le CNIT est fermé toutes les nuits. Ouais. Donc ça, c'était la première phase donc RSO dite V1. Et donc si on passe à la phase 2, donc les fondations ont été coupées, donc on les a enlevées et on a construit la structure définitive. Donc structure définitive, 60 piliers de 15 à 22 mètres de profondeur qui sont réalisés dans des puits tradis. Et on est fondé sur une semelle ancrée dans le calcaire qui surplombe, pour les géotechniciens, les sables et les argiles, avec une petite couche de glauconie qui inquiétait le maître d'œuvre de l'époque entre les deux. Vous voyez un bout de note de calcul à droite. Ça a été une belle prouesse, ça aussi. Donc des notes, vous voyez les micropieux là-haut, vous voyez le blindage.
On a réussi à faire un blindage. Alors, les notes disaient une coque de 2 centimètres suffit, mais par sécurité, on va mettre 5. Comme les travaux étaient un peu inquiets, on a fini par mettre 10. Mais on a fait, c'est quand même des puits tradis, béton projeté 10 centimètres. Donc ça, c'était une belle prouesse. Les terrains, peut-être que Nicolas en parlera mieux que moi, mais c'est vrai qu'une chance qu'on a eue. Les terrains de la zone de la dalle de la Défense sont quand même très bons. Enfin, ça, c'est mon avis de génie civiliste, hein. C'est marne caillasse, calcaire grossier. Et tous ces piliers qu'on a fait dans la... Voilà, on a eu zéro souci là-dessus. Oui, Marne-Cayas, Ça, des parties rocheuses vraiment très compétentes, les calcaires grossiers avec toute la sédimento, les calcaires sup, moyens et inférieurs sur plus de 15, 15 mètres de puissance. Une partie glauconieuse en partie inférieure des calcaires ouais. grossiers, mais qui est connue et maîtrisée quand on s'approche de l'interface des sables. Et le tout hors d'eau, parce que sur la Défense, bah, c'est la nappe des sables supérieurs. Donc c'est aussi ce qui fait que ces calcaires sont restés dans un niveau d'altération assez faible par rapport à ce qu'on peut avoir à d'autres endroits de la région parisienne. On avait au milieu un petit banc de rochette. Banc de rochette qu'on a eu un mal fou à terrasser. Et on s'amusait toujours à dire, parce que le banc de rochette, on l'avait écrasé à 100 MPa, et donc on le remplaçait par un béton à 30 MPa. Donc on enlevait du bon sol pour mettre un mauvais béton. Voilà. Donc je pense on a quand même eu beaucoup de chance dans la zone défense. On avait quand même, enfin, moi, vu de mon avis, des très bons sols. Donc ça, c'était la construction donc, des puits. On a construit les piliers du coup en remontant. Et ensuite, on a coulé une grosse dalle entre les deux. Donc une dalle épaisse de 2 mètres plus 1 mètre au droit des retombées de poutres qui repose sur les 60 nouveaux piliers. Et avec des vérins que vous avez aperçus dans la phase 2 tout à l'heure. Voilà, donc une dalle ouais, de 3 mètres d'épais, c'est quand même du bien massif. Le jour où Poutine nous attaque, je pense que si vous allez dans dans, dans la gare d'Eole Knit, vous êtes à l'abri. Voilà. On peut passer au suivant. Donc, phase 3, la repose des poteaux. Hein, donc, on a reconstruit les 117 pieds de poteaux sur néoprène. Pour une histoire de vibration d'ailleurs, sur la nouvelle structure de reprise. On ne le voit pas sur les photos, ouais, pour aller couler ces semelles là, que vous apercevez, il y avait encore toutes les charpentes, hein, c'était super contraint pour aller mettre les néoprènes, etc., faire les réglages. Enfin, c'était un vrai challenge. Voilà, et on a eu à la repose des tassements de l'ordre de 1,5 à 2 mm. Et on a essayé dans les phases qui suivent, hein, contrairement à la première phase de nivellement qu'on a géré dans le plus ou moins 1, d'essayer d'anticiper des cuvettes de tassement pour éviter des distorsions, on en reparlera peut-être après, avec ce qui se passait à l'extérieur. Notamment, on a eu des tassements au niveau des avant-gardes creusés en trabis de l'ordre de 7-8 mm. Et donc, on essayait de créer des grandes cuvettes. Voilà, ça c'était un peu technique. Vous apercevez en bas les vérins qu'on avait donc entre les piliers et la dalle de transfert. Donc 6 ou 8 vérins, de capacité donc, de 400 tonnes à 600 tonnes. Et pour reprendre ce que je disais, hein, on a repris 100 000 tonnes au final. Tout ça avec Fraissinet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a développé pour nous donc son système de levage, LAO, levage assisté par ordinateur, euh, avec deux centrales de 24 voies, donc 48 voies d'injection. Ils ont développé un truc qui était vraiment bien. Alors vous allez me dire, 48 voies pour 60 piliers, il en manque quand même une douzaine. Euh, Comme par chance, on a une gare, enfin le CNIT est relativement symétrique, bah, ça nous permettait de relier deux piliers sur la même voie d'injection. Voilà, bon, c'est un peu technique tout ça, on pourra revenir après si vous avez des questions là-dessus. Et contrairement à la première phase, donc la RSOV1
qu'on a, on va dire, piloté en nivellement. Là, la RSO qu'on appelait V3, donc le levage de la dalle de transfert pour résumer, on l'a piloté en charge et non pas en nivellement. Pourquoi? Parce qu'on maîtrisait parfaitement cette charge. Contrairement à l'incertitude que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, là j'avais coupé mes 117 poteaux, donc j'en connaissais parfaitement la charge et sa variation journalière, on va dire. Et puis sur lequel j'ai rajouté le poids propre de la dalle de transfert que je connaissais parfaitement. Donc je savais que j'allais lever 100 000 tonnes avec une répartition, on va dire, imposée. Voilà, donc un pilotage en charge et un contrôle Six Sense en nivellement. On a fait des vérinages par palier. Je pense que Guillaume les montrera après. Donc jusqu'à 95% de la charge théorique. On n'a pas voulu aller jusqu'au 100% euh, pour éviter le bouchon de champagne. On va dire. Mais surtout, ça nous permettait quand même d'avoir une petite sécurité. Et les 5%, on les a transférés au moment du terrassement. Alors, quand j'ai terrassé en taupe sous la dalle, j'ai pu donc compléter ces 5%, enfin, voire même automatiquement avec toute l'instrumentation de Sixsense, l'apport de charge à l'avancement du terrassement. Voilà. Donc ça, c'était V3. Et je passe la main à Guillaume pour vous montrer, mais ou alors je peux le prendre si vous voulez. Alors, alors, donc là, c'est deux graphes qui résument bien, cette troisième phase de RSO, où on voit donc les tassements de la dalle. Alors donc là, pour cette phase-là, on a remis les tassomètres. Mais là, alors, il ne se dit pas du coup sur les poteaux. Donc, on avait encore ceux sur les poteaux, mais on en a remis sur la dalle. Et donc, au droit de chaque pilier, on avait un tassomètre. Donc, il faut vous imaginer dans un chantier installé. Donc, ça a été une contrainte plutôt en termes d'endommagement. Donc, ça, on a eu vraiment et c'est aussi très important dans un chantier d'instrumentation de cette ampleur, d'avoir le soutien de tout le monde. Donc, on avait le soutien de la direction technique, mais on a eu aussi beaucoup de soutien des travaux qui nous ont permis de garder en vie la majorité de nos capteurs. Et ça, voilà, ça a été vraiment un challenge. Et donc, on voit bien donc là sur les deux graphes, donc en bas, c'est donc la charge dans les vérins, et en haut, c'est le nivellement. Et donc, on voit bien qu'au moment au moment de la, c'est quoi, c'est le moment de la repose, c'est ça? C'est ça, c'est le moment de la pause. Je prenne Ouais, que les tassements, il y a des trucs on qui a sont reposé un assez- peu plus bas que ce qu'on était. Donc ça, de mémoire, c'est sur 1 ou 2 ans hein, de le 1. Et donc, j'ai reposé à partir de ce moment-là. Hein, donc là, j'ai commencé à reposer chaque poteau. Vous voyez en bas, donc ça, c'est la pression dans les vérins. Donc la pression chute à 0. Je repose mes poteaux. On a entre -2 et -4000, parce que c'était une file de rive, on voulait l'avoir un peu basse. Donc ça, vous avez l'étassement à la repose. Après, on a fait on reviendra dessus, mais pas mal d'opérations de compensation, de recalage. Le graphe du bas est assez intéressant aussi. Donc à la fin, vous voyez bien, donc ça c'est la pression dans les vérins, la chute à la repose. Il y a des petits trucs amusants. C'est au début, par contre, vous voyez la prise en charge. Hein, donc ça, c'était début 2018, donc prise en charge de la ligne 11. C'est assez intéressant, vous voyez celui-là, là, il monte, et puis donc on le prend en charge, on le soulève, et puis on se demande, mais ça baisse. Donc là, je perds de la charge au vérin. Hein, donc là, typiquement, nous, on est très habitués, mais ça veut dire, on connaît par cœur, nous, mais c'est fuite au vérin, a priori. Et donc là, opération, donc intervention, changement des vérins ou des flexibles et recalage. Vous voyez? Et donc, on voit toutes ces opérations de recalage qui ont pu être faites durant la durée dite de cette file de poteau. Voilà. Et jusqu'à la repose. Suivant. Suivant. Il manque une photo. Ah. Et voilà. Donc ça, c'est le résultat, le visuel après repose en isoline. Et donc on voit bien que Guillaume parle des avant-gardes, mais il y a aussi
l'émergence en bas, en bas. Grand arche, là, l'émergence grand arche. Voilà. Ouais. Là, donc c'est là où on a joué avec le nivellement pour créer entre guillemets des cuvettes acceptables pour la structure. Donc, il faut savoir que le poteau, vous voyez en noir, là, donc, il n'était pas repris. Il était en dehors de la zone de reprise. Et donc voilà, donc j'allais dire on s'est amusé, mais c'est pas exactement le terme. Mais on a créé des cuvettes, des petites cuvettes voilà, pour que les déformations soient acceptables pour la structure. Ouais, on a plutôt une cuvette haute au milieu et basse sur les extrémités. Et donc là, on arrive donc sur l'instrumentation de la dalle. Donc voilà, j'avais un peu anticipé tout à l'heure, j'en excuse. Donc là, vous voyez donc, sur la photo du milieu le tassomètre. Donc il faut imaginer que l'on a. Donc c'était un peu la même philosophie. Donc tout était en filaire connecté dans la fameuse salle de contrôle. Et donc avec des lignes de câbles et de réseaux de réseaux de tassomètres qui étaient posés sur la dalle avec voilà, une activité chantier autour. Donc voilà, il a fallu protéger, faire des tranchées et mettre des capots un peu partout. Donc la phase d'installation a été au final plus longue que dans les parkings publics. Et aussi, donc on a rajouté donc, ce qu'on appelle des palpeurs, qui sont des petits capteurs de déplacement qui nous permettaient de mesurer l'ouverture du vérin. Donc le palpeur était entre le pilier et la dalle. Et donc tout ça centralisé dans une salle de contrôle. Donc il y a eu donc ça aussi faut jamais vraiment faire attention pour ce genre d'installation. Il y a une phase de vérification parce que vous pouvez imaginer le nombre de câbles qui arrivent au même endroit et le nombre de fils qu'il faut connecter aux centrales d'acquisition. Et donc il y a eu voilà pendant quelques semaines on va dire on a fait un peu des crash tests donc on venait soulever les capteurs pour vérifier que c'était le bon qui répondait etc. Donc voilà, ça a été la deuxième grosse phase d'installation sur le sujet de la reprise en sous-œuvre du kit. Et donc voilà, on voit bien les résultats. Donc on voit bien donc là les deux graphes de gauche qui sont les charges et l'ouverture des vérins. Et les graphes de droite qui sont les résultats des tassomètres. Donc on voit bien que au moment de la prise en charge, on a eu tendance à soulever un chouïa la dalle. C'est ça, donc les graphes de droite sont à mettre en parallèle des graphes de gauche. Vous avez vu tout à l'heure que les poteaux, on les avait reposés à peu près entre -2 et -4. Là, donc, je vérine par phase et ça, c'est ce qui se passe au-dessus de la dalle. Les poteaux se soulèvent de l'ordre de 1, 1,5. Donc, ce qui m'a permis de corriger le tassement que j'ai eu à la repose. Ouais, donc c'est un peu sioux tout ça. Euh, ce qu'on voit aussi, on en reparlera peut-être un peu. Donc ça, c'est l'ouverture des palpeurs. Et donc l'ouverture des palpeurs mesure une distance entre la tête de pilier et la sous-face de la dalle. Donc et là on a une petite incertitude. Est-ce que c'est la dalle qui se soulève ou est-ce que c'est le pilier qui s'enfonce? On en reparlera un peu. En fait, c'est donc un peu les deux, hein, puisqu'on voit que la dalle, en fait, en surface, elle se soulève de 1000. Là, j'ai entre 3 et 4000, c'est-à-dire que le pilier, il s'est enfoncé de 2000. D'accord? Je reviens sur ces palpeurs qui étaient importants pour nous. Euh, les vérins sont tous équipés d'un système de course de vérins. C'est un peu technique là aussi. Et la course des vérins a toujours été supérieure au palpeur Six Sense. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment mesurer avec les palpeurs de Six Sense la distance entre le béton. La course de vérin est toujours plus forte parce que j'ai tout le système d'écrasement des cales, de planéité, de choses comme ça. Et donc le vérin s'ouvre toujours beaucoup plus, enfin beaucoup plus, un peu plus que le palpeur. Voilà, pour la petite histoire. C'est clair, Nicolas, tu sais? Clair, pour le moment, ça va. Enfin, ce bout, C'est bon, Guillaume? ça c'est toi, non? Ouais, c'est moi. Et donc, partie 4, donc terrassement en taupe, hein, terrassement et terrassement en taupe. Donc, ce que je disais, les 5% restants ont été transférés donc, lors du terrassement. Voilà.
Vous voyez une retombée de poutre ici, de la dalle de transfert. Il y a pas mal de trucs intéressants. Vous voyez les micropieux qui traversaient la dalle de transfert. Ils ont donné aussi beaucoup de sujets. Vous avez moi de dos ici, enfin je crois. Fraissinet et tout leur système de LAO ici et les centrales que vous apercevez derrière. Voilà. Donc, ce que je disais, un suivi en charge, en mètres et un contrôle en nivellement. Les variations de nivellement ont été très faibles, hein, comme ce qu'on attendait. La course des vérins ont été plus faibles que celle attendue des notes de calcul, hein. Les notes de calcul sont souvent sécuritaires. Voilà, donc ça a plutôt bien marché. Euh, Qu'est-ce qu'on a écrit? Donc, les 100 000 tonnes ont été transférées avec une bonne stabilisation, une variation de l'ordre de 1%, ce qu'on a pu constater lié au phénomène saisonnier, chargement du mythe hein, journalier. Voilà. Euh, Et on était 2 jours. quoi? 2 jours ou 2 nuits pour ces... 2 jours. On était 2 jours. 2 jours. Enfin, la question est bonne. On était beaucoup plus inquiet en SOV1 quand vous coupez une fondation d'un bâtiment. Alors que là, j'avais une grosse dalle de transfert épaisseur de mètre. Je commençais à mieux dormir, quoi. Enfin, on commençait tous à mieux dormir. Il pouvait plus se passer grand-chose. Hein, sur nos vérins, enfin, faut savoir aussi, on a des écrous de sécurité partout. Donc, en cas de défaut, le vérin s'écrase sur son écrou. Donc, le delta de chute d'un poteau, une fois tout ça mis en place, c'est 2 dixièmes de millimètre, 2, 3 dixièmes de millimètre. Voilà. Donc, une fois cette grosse dalle réalisée, on était quand même beaucoup plus serein. Et ce qu'on a écrit d'ailleurs, c'est les variations de nivellement, c'était terminé. Là, je peux démarrer. Donc, terrassement réalisation autour de la gare. Je vous ai mis deux extraits de notes de calcul euh, qui montrent des choses auxquelles moi, génie civil, je ne croyais pas beaucoup. Vous voyez au milieu, en rouge, là, au milieu des piliers, un soulèvement de la gare, un soulèvement lors du terrassement. Euh, on n'y croyait pas beaucoup, on en reparlera après. Euh, et en bas, vous voyez les déformés des. Donc, ça, c'est, je pense que tout le monde est habitué à ces graphiques. Donc, les déformés des parois. Donc, ça, c'est la convergence des parois. Là, par contre, on pourra peut-être en parler, mais on n'a pas vu grand-chose. Sur les parois, on n'a pas vu grand-chose, alors que le soulèvement des piliers, ben, on peut en reparler après. Le soulèvement des piliers, on l'a vu, on l'a pas vu tout de suite. On a terrassé à peu près 2 tiers de la gare, il s'est rien passé. Et après, je vous montrerai, mais en effet, ils ont pris la note de calcul que vous voyez. Alors, l'échelle, je pense que là, ceux qui arrivent à lire sont très forts, mais ils nous annonçaient 15 millimètres de soulèvement. Donc avec donc un déchargement des terrains, bon, c'est de la géotech, c'est donc très compliqué, hein, donc déchargement des terrains, rechargement des piliers du coup. Mais je vous montrerai, on l'a vu à la fin des terrassements. Voilà. Euh, donc même si on n'avait pas trop, enfin même si on n'avait pas trop confiance en ces notes de calcul, on s'est mis de la sécurité, c'est-à-dire pour anticiper ce soulèvement, euh, on a sorti les vérins, c'est-à-dire on a anticipé une course négative. Voilà. Hein, il fallait que le vérin puisse redescendre. Vous voyez, donc on n'a pas comme la RSO V1, le vérin, il a démarré à une position zéro, donc en position complètement fermée. Là, on l'a mis en position, donc ils annonçaient 15 millimètres, donc on avait mis 20 millimètres de pré-course, on va dire, sur les vérins. Voilà. Donc pendant le terrassement, suivi des déplacements latéraux des longs pans et des tympans, oui, et suivi des mouvements verticaux des piliers. Et ça, grâce à Sixsense qui va vous expliquer son cyclope mobile qui nous a bien aidé. Ouais, donc là, la contrainte, c'était de pouvoir donc suivre avec la topographie euh, les longs pans, les tympans et les piliers
Et vous voyez il y a une forêt de piliers. Et en plus de la forêt de piliers, il y a des gens qui travaillent au milieu, forcément, pour terrasser. Et donc, en fait, très rapidement, réfléchissant, on s'est dit, attention, là, s'il faut qu'on fasse ça de manière traditionnelle avec des instruments fixes, on va mettre, voilà, on a estimé entre 9 et 10 et 12 stations totales. Et voilà, dans un environnement contraint comme celui-ci, ça a impliqué voilà, beaucoup de maintenance, des problèmes d'accès, pas mal de coactivité. Et donc, on a commencé un peu à réfléchir à une solution qui nous permettrait d'enlever voilà, toutes ces contraintes, de pouvoir faire des mesures justes, mais en minimisant un maximum les aspects coactivité et ligne de visée, les problèmes de ligne de visée. Donc là, je pense qu'on peut passer. Et donc, l'idée qu'on a eue, qui était un peu folle au départ, et une fois de plus, sans l'aide des travaux, on n'aurait jamais réussi à mettre en œuvre. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un rail horizontal entre les fils de poteau, donc avec accès depuis les têtes de puits. Et plutôt que d'avoir des stations fixes, c'était donc un théodolite qui se déplaçait le long de ce rail, qui venait s'arrêter entre chaque fil de poteau, faire ses mesures sur les tympans, lompans et les piliers. Et une fois qu'il avait fait ses mesures, il allait à une position suivante, refaisait les mêmes mesures. Et donc toutes ces positions d'instruments donc étaient considérées comme des positions fixes, c'est-à-dire que donc on les liait entre elles par des cibles doubles. Et d'ailleurs, il y avait aussi un instrument qui était sur la dalle au-dessus et qui avait des cibles doubles avec le cyclope mobile qui était en bas pour pouvoir avoir vraiment les mouvements absolus. Parce que vous pouvez imaginer la difficulté. Donc là, voilà, on parle de mouvements assez importants, mais dans un environnement contraint. Donc il fallait qu'on arrive à ressortir pour avoir des mouvements absolus. Donc on a développé ça. J'ai une petite vidéo qui suit qui va vous montrer donc, une petite visite immersive. Donc là, il faut vous imaginer, vous êtes à la place du théodolite. Hop. Voilà. Donc là, vous êtes à la place du théodolite. Donc comme je vous expliquais, donc le théodolite va à une position prédéfinie. Là, c'était au bout de la fouille. Il fait ses mesures. Donc là, en l'occurrence, il fait sur le tympan et sur les piliers qu'il voit. Il fait son cycle de mesure. Et alors pour limiter la perte de... Parce qu'en fait, la grande difficulté pour ce genre de système, c'est le positionnement de la station. Il faut vraiment qu'on reste dans les 10 centimètres. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, l'instrument retournait à sa position initiale. Là, on faisait un reset de la position et il allait ensuite vers une autre position. Et donc, alors, la complexité de ce genre de... En fait, c'était le démarrage est un peu compliqué parce que bah, quand le chantier n'a pas beaucoup terrassé, du coup, l'instrument est, entre guillemets, à hauteur d'engin. Donc, ça a été un peu tendu au démarrage, mais une fois que l'instrument était... on a limité, on va diviser par 10 les problèmes de coactivité et les problèmes de ligne de visée. Donc, ça a été vraiment un succès. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, donc, ce dont parlait Guillaume, c'est que les mouvements attendus, on les a vus apparaître à la fin du terrassement. Et donc, vous voyez au centre sur l'isoline, là, les piliers centraux. Ah, pardon. Merci. Les piliers centraux, donc l'isoline de droite, c'est la tête des piliers. Et l'isoline de gauche, c'est l'impact que ce soulèvement a eu sur les poteaux qui étaient au-dessus. Ah, c'est une image vraiment qu'on voulait vous mettre pour vous montrer le soulèvement qu'on a donc constaté. À droite, vous avez la variation de charge. Donc la charge croît au milieu là. C'est les variations de couleur, hein, on est habitué. Mais donc la charge croît ici et au-dessus, la dalle, elle commençait à monter donc sur les piliers centraux. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'on a constaté. Et je dirais même, entre les deux photos que vous voyez en terrassement, là, on n'était pas encore au fond. Là, on était au fond, on était en train de ferrailler le radier. Voilà, c'est à peu près. Donc il y a quand même, ça doit faire 4 mètres, on va dire, hein. Donc il restait 4 mètres. Et là, on a constaté ce phénomène. Et du coup, des actions de recalage régulières pour rebaisser la charge des piliers qui centraux et rebaisser le nivellement ici.
On est à 4 mm au max. Là, on était à 4 mm, ouais. 4 mm au milieu. Donc, mais on voulait aussi une cuvette avec les avant-gardes, hein. On voulait une cuvette basse ici, une cuvette hausse. Donc, voilà. Mais ces deux images montrent bien ce phénomène qu'on a constaté. Voilà. Et donc, c'était aussi un des challenges de tout ça, c'est de garder l'instrumentation parce que là, ça paraît rapide, mais ça a duré quoi? Ça a duré le tout, là, 3 ans, 4 ans. Ça a été, ouais, on Voilà. va dire 4 ans de travaux, hein. 4 ans de travaux Un et des- voilà, des 4 ans de travaux. garder l'instrumentation pendant 4 ans dans ce contexte-là, voilà, ça a été un challenge. Et donc, il faut, voilà, sur ce genre de projet, il ne faut surtout pas sous-estimer le temps de maintenance et aussi le temps d'appropriation du système et de compréhension du système et de la structure qui. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Sur le REX, c'est qu'on a quand même pas mal de temps pour essayer de réfléchir à ce qu'on mesurait, pourquoi on le mesurait et comment analyser la mesure. Voilà, on arrive à la photo finale. C'était celle du début. Donc voilà cette gare cathédrale. 100 000 tonnes soulevées, record Europe. Voilà, et donc si c'était à refaire, je dirais quand même, on a eu de la chance avec nos sols. Voilà, je pense qu'on fait pas ce genre de choses avec des enfoncements de semelles importants ou dans des sols un peu, voilà. On n'aurait pas fait ça sans Six Sense, c'est clair. Tous ces capteurs, ce suivi, cette présence, ces recalages. Voilà, si c'était à refaire, moi je dirais pourquoi laisser le public là-haut? Mais bon, ça s'est plutôt très bien passé. Voilà, quelques nuits blanches quand même. Euh, voilà. Et on Merci. arrive au bout. Ouais. Merci Guillaume, merci Guillaume. En effet, il y a forcément un contexte local, parce que par exemple, et de la structure du CNIT, sous les 4 temps, il y a eu des études similaires qui ont été faites pour la construction d'autres ouvrages en reprise en sous-œuvre, Oui. et sur les qui n'ont pas porté leurs fruits. Donc, il y a un cumul entre cette structure unique du CNIT et de ses poteaux et la géologie. Donc, on parle on peut dire des roches. Oui. Dans les roches, parmi les roches Ouais. les plus costauds qu'on peut avoir en surface. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions sur les retards et les problématiques du RER E depuis l'ouverture, c'est pas le moment. Mais si vous avez des questions et c'est pas vous, mais sur la présentation, soit sur les items techniques, soit donc revenir sur tout ce suivi d'instrumentation, les mouvements qui étaient attendus, ce qui a réellement été mesuré, voilà, tout ce qui a pu être présenté. Donc là, on a une première question je préfère donc de VMWI, merci. Petite question pour Six Sense. Où étaient les points de référence pour la topographie? Les points supposés parfaitement fixes et non impactés par les travaux. Ce qui nous a aussi un peu sauvé sur ce sujet, c'est qu'on comme on commençait à connaître assez bien la structure et comment elle bougeait, on a quand même identifié à deux ou trois fils de poteaux derrière les poteaux RSO, c'était très très stable. Et donc ces poteaux-là qu'on a pris en référence. Et il y avait eu un contrôle externe qui avait été fait en nivellement sur la dalle. Et ça avait été compliqué, même en contrôle externe, d'avoir en fait, le reset, parce que le cheminement pour arriver tout en bas est un peu compliqué, quoi, parce que c'est un parking. Donc voilà, l'hypothèse qu'on a faite et qui s'est avérée réaliste, parce que du coup, on a vu on a vu le soulèvement des piliers, on a vu que les tympans et les longs pans n'avaient pas bougé en Z. C'était que les fils derrière la RSO étaient stables. On est quand même allé assez loin, quoi. On est chercher des fils qui étaient loin dans Ouais, le que c'est trou. 4 fils. De mémoire, c'est Ouais, 4 fils derrière. 4 fils derrière. Merci Guillaume. On a une autre question. Est-ce que les dispositifs de RSO étaient prévus pour reprendre aussi des efforts horizontaux? Des corrections horizontales pouvaient-elles être apportées par les vérables? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Oui.
Donc, tous les efforts horizontaux, donc ça nous a pas mal préoccupés. Je ne sais pas si on peut peut-être revenir sur des diapos ou pas, Ouais, mais bien sûr. est-ce qu'il y en a, on les voit bien. Je vais mettre le... C'est vrai qu'on était inquiet de pas mal de Là, choses. sur la charpente. Ouais, on les voit pas forcément partout. Euh, Mais ce que vous apercevez, alors on les voit ici, hein, un gros sujet a été donc efforts horizontaux liés aux imperfections. Efforts horizontaux aussi, on a eu peur de tout ce qui était choc. Vous voyez que en phase V1, tout était monté sur des spaghettis. Et donc on a contremonté tout ce qu'on a pu à chaque phase de bétonnage. Donc vous voyez des plots de contreventement ici. Et après, donc on a dû, là, ils ont dû en recouler un ici. Donc tout était contreventé et les efforts horizontaux donc passaient dans les dispositifs néoprène qu'on avait un peu partout. Ça, c'est pour la RSO V1. Pour la RSO, je sais pas, c'est V3. Donc la RSO V3, on avait tous les vérins sur plaque de téflon et on avait, ouais. Donc tout ça, c'était sur téflon. Et côté tympan et long-pan, donc côté tympan, j'avais des vérins plats qui me permettaient de garder le contact entre le tympan et la dalle, parce qu'il fallait que, c'est assez compliqué, hein. Il faut que la dalle puisse monter et en même temps que le tympan reste embuté sur la dalle. Voilà. Et donc on avait des vérins pour garder ce contact horizontaux avec les piliers sur téflon et voilà. Et tout ça ça nous a bien préoccupés aussi, ouais. Parfait. On a une troisième question. Étiez-vous en présence d'eau dans les terrains? Avez-vous eu des problèmes d'humidité et ou de poussière sur le chantier perturbant les auscultations et notamment la précision des levées? Première question sur la nappe phréatique, la présence d'eau. On a rabattu comme des, Restons polis. comme des malades. Non, non, donc on a rabattu toute la zone de la défense. Hein, on avait bien un système de rabattement de nappe lourd. Dans la nappe des sables supérieures, Ouais. qui venait baigner un petit peu le bas des calcaires. Oui. Ok. Ouais. Avec, avec une influence bien au-delà de Avec la une zone. influence, et c'était très intéressant. Enfin, c'était très intéressant. L'influence était aller jusqu'à Vinci, quoi. Donc, l'influence du rabattement était très étendue. Et donc, on a pompé, j'ai plus les quantités en tête, mais on avait une station de pompage importante. Ouais. Dans, dans tous les cas, il est vrai que nous, sur le chantier actuel, on a des piézomètres qui étaient existants, qui sont pas très loin de cette zone. Et on voit bien, à la fin du pompage du CNIT, que Hum. le niveau à plusieurs centaines de mètres de la nappe rebouge, que ce soit côté Courbevoie comme côté Nanterre. Donc ça, c'était le premier point pour l'eau. Deuxième point sur humidité et poussière qui pourraient perturber la précision des auscultations dans un milieu confiné, comme celui-ci. Ah bah oui, oui, forcément, ça a eu un impact. Ça a été, ça a eu un impact. Alors l'humidité pas trop, mais c'est surtout la poussière. Et donc il y a eu des sessions de nettoyage de prise. Mais après voilà, bah, c'est pas c'est pas entre guillemets contrainte que sur les tassomètres où on voulait vraiment du entre guillemets dynamique, c'est pas vraiment dynamique, mais la mesure rapide. Sur sur les mesures topo, on regardait plutôt des moyennes journalières et donc l'influence des problèmes de visée avec la poussière sur des moyennes journalières, elles ont moins d'impact. Elles ont moins d'impact. Mais il y a eu voilà, il y a eu des sessions de nettoyage de prisme. Ça a été enfin, on a été obligé de le faire. Ouais. Oui, donc les instrumentations les plus sensibles en termes de régularité, elles n'étaient pas dépendantes parce que C'est ça. il n'y avait pas de visu. Et après, quand on était en terrassement, on avait un peu plus d'attitude. Très bien. Euh, alors, merci. Bon, bref, les personnes qui posent des questions, bon, merci. Et une autre question, vous êtes bien prolifique aujourd'hui. Bonjour, on peut être surpris par la section réduite des micropieux, les spaghettis, en comparaison des dimensions des profilés métalliques et de la structure de reprise. Comment l'expliquez-vous? Oh, ben ça, les géotechniciens connaissent bien mieux que moi. C'était des micropieux. Alors, c'est vrai que nos petites spaghettis, ils étaient super épais, hein. C'était épaisseur 20. Euh,
on s'est pas mal posé la question, est-ce qu'on en met trois ou quatre? Vous voyez qu'on a fini par choisir quatre pour des histoires de flambement, contre-ventement, etc. Et dans des terrains comme ça, non, non, chaque micropieux reprenait facilement 100 tonnes assez court, quoi. Donc des micropieux, en effet, de diamètre, je ne sais plus, on va mettre 200, mais épaisseur 20. Donc Ouais, c'est c'était... Ouais, l'effet d'optique en comparaison avec les mastodontes que l'on a ouais, autour ouais. qui donne cet effet spaghetti, mais ça reste dans les techniques des micropieux, on était sur Ouais, plutôt ouais, du lourd ou du costaud, disons, ouais. ça marche. Ouais, merci en tout cas pour la question, pour remettre quand même cette phase, donc qui est sûrement beaucoup plus détaillée, on le remet hein, dans l'exposé qui avait pu être fait en 2021, que vous Oui, à retrouvez l'époque, sur on le avait site plus parlé du du micropieux. CFMS. Et donc une autre question, quel était justement le diamètre des piliers? Tu l'as dit. De 2,40 m de mémoire. Hein. 2,40 m de mémoire, donc pas trop de place là-haut. Euh, Si je remets là, 2,40 m. ouais. Ok. Et donc des puits de 4 mètres, 2,40 m. Du coup, un encombrement pour mettre nos vérins. Et on avait un noyau là-haut qui est très, très contraint. On l'aperçoit là-haut. Enfin, on travaillait derrière tout ça. Là aussi, on a un peu innové, enfin un noyau qu'on a coulé en Semtex pour les initiés, mais comme on avait une section réduite en tête à cause de l'encombrement des vérins, on est monté à 120 MPa de résistance. Voilà, pour le coulage du noyau. Donc ça a été un vrai sujet aussi. Parfait, je vois pas d'autres questions dans le chat. Là, vous êtes encore une centaine à avoir tenu jusque-là. On vous remercie. On a été sans... Ah si, pardon, on revient. Si je comprends bien, les piliers de la station actuelle sont constitués en surface du béton projeté de soutènement des puits. Il y a... Pardon. Oui, y a-t-il eu un traitement architectural? Donc en fait, on a fait, si je résume rapidement, on a fait un puits de 4 mètres, on a remonté un pilier de 2,40 m. Donc on ne l'a pas coulé contre le puits, hein, on l'a coulé avec un coffrage propre. Et il n'y a pas eu de traitement architectural particulier, enfin il y a eu une lasure de mémoire. La diffusion. Pourquoi? Parce que ouais, on les voit bien ici. L'architecte était très content du rendu. Architecte du Tilleul, et il appréciait particulièrement de voir la sueur des ouvriers, ce qu'il nous disait, sur le béton. Donc, il a laissé quelques morceaux de béton apparent, comme les piliers, et aussi pour ceux qui vont un jour dans cette gare, les avant-cars sont en béton glacé. Aussi avec des marbrures, avec des trucs, voilà. C'est un architecte qui aime beaucoup le béton. Ok, donc une recherche brute. Ouais, une recherche brute de certains éléments que vous voyez là. C'est sûr qu'après ce webinaire, on aura des regards différents quand on prendra cette gamme. Je vous propose de clore la séance. Si c'est pas autre question, vous pouvez remercier et applaudir à distance Guillaume Douin et Guillaume Géhu pour cet exposé. Merci aux personnes qui ont posé des questions, qui échangent dynamique. C'est toujours très agréable. Bon appétit à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.